Bon, eh bien, bonjour à tous. On va commencer. Donc, je suis ravi de vous accueillir ici au Cordon Bleu pour un cocktail déjeuner autour d'un ingrédient que nous connaissons tous, typiquement français, le lait, un incontournable de la cuisine. Et ça va être une occasion à la fois pour nous de vous parler évidemment de l'événement annuel pour lequel nous prenons parole, qui est la Journée mondiale du lait, et en même temps de vous faire découvrir très concrètement en cuisine voilà, le lait comme un aliment du quotidien. Donc je me présente, je m'appelle Romain Derberg, je suis président de Saint-Dié et directeur général de Candia. Et on va animer cette session avec Emmanuel Vasnex, qui est donc président de l'IPLC, vice-président de Saint-Dié et président directeur général de LSDH. Et je serai également accompagné de Nicolas Haudemont, qui est donc éleveur en Mayenne. Et le docteur Laurence Plumet nous fera l'honneur aussi de nous parler du lait comme un aliment incontournable également pour notre santé. Alors, je vais passer maintenant au programme. J'ai présenté déjà les intervenants. Donc effectivement, nous prenons la parole tous les ans pour parler, introduire les Journées mondiales du lait. Alors c'est une année un peu particulière puisque nous fêtons le 10e anniversaire, en tout cas en France, de ces journées, pendant lesquelles nous ouvrons nos laiteries et pendant lesquelles la filière fait acte de transparence pour expliquer et montrer les bienfaits de ce produit. Un produit au goût des Français, on va en parler, un produit typiquement français et très local, qui est produit dans une filière qui est depuis longtemps, et Emmanuel va revenir longuement dessus, engagée, pour que ce produit soit à la fois un produit pour les Français, produit en France, et également un produit qui soit fait de manière la plus responsable possible. Et pendant ces journées, c'est aussi l'occasion pour nous, à travers l'ouverture de nos usines, de nos sites, de montrer la complexité de nos métiers, et puis également, et c'est pour ça qu'on associe aujourd'hui Nicolas à cette journée, de montrer que ce produit fait vivre nos campagnes. Et puis, dernier élément essentiel de cette journée, de ce moment aujourd'hui, c'est de montrer que ce lait est à la fois quelque chose qui produit du plaisir, qui est au goût des Français et qui en même temps, on va y revenir, répond à un enjeu de santé publique. Alors je vais commencer en vous montrant quelques chiffres qui illustrent voilà, où en est le lait aujourd'hui. Alors on l'a répété souvent, effectivement, hein, ce lait est un produit qui offre un composé de protéines animales, de calcium, de vitamines et qui est vraiment excellent pour la santé, ça on le savait. Mais ce qui est un petit peu nouveau, et c'est cette enquête nous le montre, c'est aussi un produit que les Français apprécient. Hein, on dit que voilà, 72% des Français ont plaisir à consommer du lait. Ça, c'est quand même un peu nouveau, parce que souvent, on dit les gens n'aiment pas le lait. Ben, cette enquête, elle nous dit le contraire. Elle nous dit qu'en fait, les Français ont plaisir à le consommer, qu'ils le trouvent bon. Hein, c'est le deuxième item de l'enquête. Et il y a un autre élément également qui est mentionné, c'est qu'ils le trouvent bien adapté au mode de vie actuel, c'est-à-dire que c'est un aliment qui finalement est aussi moderne, et qui donc répond à nos besoins nutritionnels et qui est en même temps adapté donc, à nos moments de vie. Et ça se traduit alors, par alors on a mis une hausse de la consommation globale de lait, et ça c'est un petit peu nouveau. Alors plutôt que hausse, moi je pense qu'il faudrait plutôt qu'on dise stabilisation. En tout cas, on voit que l'année 2023 a marqué un point d'inflexion. On a eu pendant, je pense, quasiment une décennie, plus d'une décennie, une baisse structurelle de la consommation de lait. Bon, on pourrait y revenir, mais en grande partie liée au fait que les gens sautent le petit déjeuner, hein, qui est quand même le moment essentiel pendant lequel on consomme le lait. En tout cas, on voit que l'année 2023 est un peu un point d'inflexion et on a une hausse de la consommation apparente de lait. Alors, qu'est-ce que c'est que la consommation apparente, hein? Ce sont des chiffres France Agrimaire. Donc, on prend la production nationale.
on va faire le net des imports et des exports, ce qui va nous donner cette consommation apparente. Et donc on voit qu'en 2022, on avait une consommation qui s'établissait à 2,65 milliards de litres de lait, et qu'en 2023, on a une progression de 1,8% de cette consommation. Voilà, ça représente 40,7 litres de lait consommés par habitant en France. C'est à peu près l'équivalent de 5 verres de lait par semaine pour les Français. Donc ça veut vraiment dire que c'est un aliment du quotidien. Alors cette hausse légère, ou on va dire stabilisation, on peut la lire probablement par la remontée de la RHF, la restauration en foyer, qui est revenue réellement à ses niveaux de 2019. Et donc, il est probable, fort probable que dans ces chiffres, en fait, cette composante ait permis cette stabilisation, puisqu'on va y venir dans le slide qui suit. Sur le gros du marché, qui est le marché de la GMS, donc qui représente 77% de la consommation globale, en fait, le marché, lui, reste toujours en légère décroissance à moins 2%, voilà, aux alentours de moins 2%. Alors, si on se focalise sur la grande distribution, on voit que dans les produits laitiers, le lait est d'abord consommé sous forme de fromage, en deuxième place sur l'ultra frais, et donc le lait liquide, lui, va représenter 12,5% en fait de la transformation du lait. Cette proportion est assez constante dans le temps, et on voit qu'en valeur, en fait, elle s'est maintenue. Ça veut dire que on sait qu'on a eu une vague d'inflation importante qui a touché toutes les catégories. Voilà, le lait, il a été ni plus ni moins que les autres. On est resté à des niveaux relativement constants. Si on poursuit, donc à nouveau en regardant sur ce lait liquide, comment il se décompose sur le marché, on voit que le gros du marché est constitué à 70% de lait qu'on va dire de longue conservation standard, avec le lait demi-écrémé qui représente ici, vous le voyez, je ne sais pas si ma souris, non, on ne le voit pas, mais donc en bas, ici 61% sera sous forme donc, de lait demi-écrémé. Vous avez le lait écrémé 3% et le lait entier 6%, donc ça c'est le gros du marché. Ce qu'on peut noter sur l'évolution de ce gros du marché, c'est que le lait UHT, lui, va rester relativement stable. Demi-écrémé va rester stable. C'est le lait entier qui va connaître une progression et le lait écrémé va baisser. Voilà. Alors le lait entier progresse, c'est fondamentalement lié à l'usage cuisine. C'est un lait qui a plus de goût, et enfin, on va en reparler tout à l'heure avec notre chef. C'est un lait évidemment qui est poussé donc par la RHF et plus globalement par le fait qu'en cuisine, on l'utilise comme un aliment. Et ensuite, on a le bloc des laits spécifiques, donc qui représente 26,5%. Bon, voilà, on a un petit bloc qui est le lait frais dont je parlerai peu, voilà, qui est relativement constant. Les laits spécifiques, on va trouver dedans les aromatisés, le délactosé, les laits bio. Donc vous voyez, les délactosés continuent à progresser à plus 0,4%. Donc ça répond à une tendance de consommation. Ça semble répondre à un besoin pour des gens qui se considèrent comme intolérants au lait. Et ensuite, dans ces laits spécifiques, nous on voulait faire un petit focus sur le lait bio, donc qui est en forte décroissance à moins 10,9%. Donc ça nous inquiète un peu. Ça nous inquiète pas d'ailleurs qu'un peu, ça nous inquiète vraiment. Alors, il faut le mitiger un peu dans la mesure où, si on regarde l'ensemble du marché du bio, le lait a plutôt bien résisté. C'est une catégorie qui a plutôt bien résisté. Et d'ailleurs, globalement, en termes d'inflation, qui a été un peu moins affectée, un peu épargnée, parce que comme c'était déjà des prix relativement élevés, voilà, les acteurs se sont bien régulés. Par contre, on voit qu'on a une baisse forte de la consommation. Et on sait qu'un éleveur, parce qu'on a des éleveurs qui repassent en conventionnel, derrière c'est 3 ans pour reconvertir en exploitation. Ça veut quand même dire qu'il faut qu'on trouve des leviers pour que cette consommation reparte et que les citoyens en fait se mettent en accord avec voilà, leurs besoins de naturalité, de bio. Donc ça c'est un de nos enjeux actuels.
Alors, là, on vous a présenté quelques chiffres donc pour vous parler de ce marché. Hein, donc un marché, on l'a dit, qui s'est stabilisé, résilient, où les consommateurs ont trouvé du plaisir. Et ce plaisir, on voulait vous le montrer en cuisine, très concrètement, avec une première recette qui est, je pense, un des basiques de la cuisine française. Oui, exactement. Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous faire 3 petites démonstrations. Donc on va faire un plat qui est toujours utilisé dans la cuisine, hein, pour beaucoup de mets. C'est la sauce béchamel, donc c'est quand même la base de plusieurs recettes qu'on va utiliser dans la cuisine. Hein, après, nous ferons cuire un poisson dans du lait. D'accord, donc on verra un petit peu ce que ça peut lui apporter. Donc le lait va permettre à tous les éléments qu'on va mettre dans le lait va les absorber et après il va pouvoir les redistribuer aux produits qu'on va faire cuire. Hein. Et on fera cuire aussi un légume blanc. Hein, c'est ce qui va permettre de garder aussi la blancheur du produit. Hein. Donc on va commencer. Donc, bien sûr, ici, étant une école, le lait, on l'utilise tous les jours. De la pâtisserie, de la boulangerie aussi, hein, bien sûr, mais aussi dans la cuisine, parce qu'on a énormément de recettes qui sont faites à base de lait. Hein. Donc, pour certaines recettes, on va plus utiliser du lait demi-crémé, et pour d'autres, on va utiliser du lait entier. Hein, parce qu'on aura un taux de crème qui sera différent et l'onctuosité sera différente. Donc c'est pour ça qu'on utilise les 2 laits différents. Hein. Donc pour la sauce béchamel, c'est assez simple. Hein. On va faire ce qu'on appelle un roux, on va faire fondre du beurre, on va ajouter de la farine et après on ajoutera le lait, on assaisonnera et notre béchamel sera cuite. Et après elle va épaissir dû à l'action de la farine et de l'amidon. Hein. Et après donc elle sera terminée et après donc c'est une base, hein, la béchamel. On pourra ajouter beaucoup d'éléments dedans qui peuvent être des jaunes d'œufs avec du fromage et on changera de nom, ça sera de la mornay. On pourra faire une base aussi de poisson pour faire la sauce nantois, donc ça sera du beurre d'écrevisse ou une sauce à base d'écrevisse qu'on finira avec de la sauce béchamel nature. Donc voilà, donc on a vraiment un panel très important de l'utilisation du lait. Voilà, donc pendant que je vais faire la recette, voilà, je vais laisser la parole pour que Je reprends, oui. Ouais. Merci beaucoup. Alors, ben, ça nous donne déjà faim, c'est bien, on commence à voir se mettre en cuisine derrière, donc c'est bien. Moi, je vais vous parler, puisqu'on a parlé plaisir, on a parlé bonheur de déguster du lait. On va vous parler maintenant d'une chose qui est vraiment, je pense, une de nos fiertés. C'est que cette filière, en fait, a réussi à faire quelque chose qui, je pense, relativement d'actualité aujourd'hui. Hein. C'est de vraiment développer un savoir-faire français avec du collecté France, la transformation en France. On va y revenir. Donc la France est le 2e pays producteur de lait en Europe, vous le savez, derrière l'Allemagne. Donc on a une vraie tradition laitière. Voilà, on le sait, on vous l'a dit tout à l'heure, 12% du lait collecté en France est proposé sous forme liquide. Donc ça, c'est notre marché total. Et ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est que depuis 2015, nous avons vraiment réussi, mais ça en tant que filière, et quand je dis filière, hein, c'est nous, transformateurs, mais c'est quelque chose qui a été réalisé vraiment avec le support des distributeurs. Nous avons réussi, je pense, à pousser l'origine France. Et aujourd'hui, quand on trouve du lait en GMS, 99% du lait est d'origine France. Voilà. Et ça, c'est une grande fierté parce que ça nous a, je pense, ça a vraiment changé la donne. Vous voyez les chiffres, on a moins 90% de lait importé. Donc voilà, on a une consommation aujourd'hui de lait qui est locale et qui est surtout garantie. Et ça, Emmanuel Vastnex va revenir longuement dessus par un logo qui est la fierté de Saint-Dié et de l'IPLC, qui est ce logo collecté et conditionné en France et qui, je pense, est un exemple pour d'autres filières.
Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps et qui, je pense, dont d'autres filières pourront s'inspirer. Et d'ailleurs, si on regarde la balance commerciale, donc ça fait le lien avec ce slide, vous voyez que globalement, nous restons excédentaires. Donc la France reste un gros pays producteur de lait en Europe. Nous continuons à exporter du lait, majoritairement en réalité vers l'Italie, puisque sur la deuxième et troisième marche du podium, on va trouver le Royaume-Uni et la Chine, mais qui sont, j'allais dire, des plus petits importateurs. Voilà, ça veut dire que globalement, c'est un savoir-faire français qui reste local. Vous voyez que les exportations sont relativement limitées et se tournent essentiellement vers l'Italie. Alors, cette filière, elle est responsable, on l'a dit, et un des éléments, je pense, que nous avons longuement poussé, et je pense, voilà, ça a été l'objet de nos dernières prises de parole en 2022, puis en 2023. On a poussé vraiment cette idée d'un prix juste. Et ce prix juste, on pense qu'il se situe au-dessus de 1 euro des litres. 1 euro du litre, vous voyez que on vous a mis là dans ce graphe le prix du lait actuel. En gros, on constate que le lait qu'il soit en brique ou en bouteille coûte à peu près en prix de vente consommateur 1,06 €. Voilà, donc ça c'est la donnée actuelle du marché. C'est une progression de 16 centimes. Donc c'est une progression qui effectivement est significative. Mais qui est en grande partie liée à la hausse des coûts de production, que ce soit dans les fermes, où le coût des aliments, par exemple, a explosé, l'énergie pour nous transformateurs, le prix des emballages également avait explosé. Donc c'est une hausse qui est effectivement importante, mais qui reste modérée. Je pense qu'il y a d'autres catégories qui ont vraiment poussé l'inflation bien au-delà de ce qui était voilà, raisonnable. Nous, dans notre cas, on a vraiment, je pense, impacté euro pour euro ces hausses de coûts sans pousser plus qu'il ne le fallait. Et donc, on est aujourd'hui proche d'un prix juste. Alors, on parle d'un prix juste. Ce prix juste, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est un prix qui doit rémunérer de manière équitable toute la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, évidemment, ce sont les producteurs, nous, transformateurs, et également les distributeurs. Parce qu'on sait que si les distributeurs ne se rémunèrent pas, en fait, c'est un risque de début de guerre des prix. Et je pense que le risque est réel aujourd'hui en France. Hein, et nous, c'est ce qu'on veut absolument éviter, parce qu'on sait qu'on a réussi aujourd'hui, avec cet euro du litre, qui honnêtement reste quand même un prix extrêmement abordable, à redonner de la valeur, à rémunérer correctement les producteurs. On va y revenir, et c'est vraiment un point extrêmement important. Cette rémunération du producteur, elle est vitale pour que cette filière puisse perdurer. Et puis pour nous, industriels, il est extrêmement important qu'on puisse préparer les enjeux futurs de décarbonation. Et également, ça c'est un point qui également tient beaucoup à cœur à Emmanuel, et il a raison, c'est qu'on est une filière qui a sous-investi dans les outils. Voilà, c'était lié effectivement à la baisse de rentabilité globalement de nos laiteries. On a besoin de renouveler nos outils de production. Et donc, cet euro du litre doit permettre de répondre aux enjeux de toute la filière. Voilà. Alors, l'euro du litre, c'est bien, mais est-ce que le consommateur est prêt à l'accepter? Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a mené une enquête. 7 Français sur 10 sont prêts à payer quelques centimes de plus pour les éleveurs. On l'a vu, hein, ça a été un des enjeux récents. Hein. Et 86% aimeraient que le producteur soit rémunéré correctement. Je pense que c'est vraiment la base de tout. Il faut évidemment que nos producteurs soient rémunérés avec ce prix juste. Et pour une raison bien simple, c'est que, et les chiffres du recensement agricole nous le prouvent, on va avoir un gros enjeu de transmission. Et donc, on a besoin que ce métier redevienne plus attractif. Et ce métier redeviendra attractif si les producteurs sont rémunérés correctement. Et puis pour nous, industriels, nous avons également besoin que l'investissement puisse à nouveau remettre la filière en mouvement. Nous avons des lois Egalim qui ont très bien adressé, je pense, aujourd'hui le coût de la matière première laitière. Hein, 55% du coût de revient d'une brique de lait, c'est le lait.
Et ça, c'est très bien approché, je pense, par Egalim, et on en voit les bénéfices. Ce qui reste plus difficile aujourd'hui, c'est les évolutions sur l'emballage, qui reste un grand défi pour nous. Et puis, évidemment, nos frais d'exploitation, puisque voilà, on a de l'inflation, de la main-d'œuvre. Et ces enjeux-là devront être couverts dans le futur pour que cette filière puisse perdurer et se développer et répondre aux enjeux de décarbonation, de futur des emballages qui font partie de nos grands enjeux. Voilà, donc c'est 1 € du litre pour rémunérer, vous l'avez compris, toute une filière, hein, de la ferme à la fourchette. C'est vraiment ça qui nous anime. Et je pense que Nicolas Houdemont, donc, qui est éleveur en Mayenne, voilà, j'aimerais bien que tu nous donnes ton ressenti justement sur comment tu as vécu. Je te laisse. Bonjour à tous, merci. Je remercie le Saint-Dilet pour l'invitation et l'Institut Cordon Bleu pour l'accueil. Ça fait plaisir en tant que producteur de lait de voir, on va voir tout à l'heure avec le docteur aussi, de savoir que derrière notre métier, il y a une revalorisation du produit et ça nous fait vraiment du bien quand on se lève le matin. Moi, donc, pour me présenter rapidement, donc, je viens de la Mayenne, 1 heure de route à peu près d'Angers et de Rennes et à 1h30 de Nantes et Le Mans pour ceux qui connaissent moins la région. Donc parcours classique, je dirais, beaucoup d'origine du milieu agricole. Mes grands-parents de chaque côté étaient agriculteurs, donc je suis très ancré au territoire. On dit des fois peut-être un peu trop, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que c'était important de cette revalorisation. À nos yeux, elle est primordiale pour se lever le matin et aller nourrir nos animaux. Donc moi, j'ai eu un parcours plutôt classique. Dans un premier temps, des études agricoles, un peu d'humanitaire, ça n'a pas fait de mal d'ailleurs. Et puis voilà, après 5 ans en tant que conseiller agricole, contrôle laitier de la Mayenne en l'occurrence, où j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs, beaucoup de méthodes de production, beaucoup de façons différentes de produire du lait, et qui m'a donné un spectre assez large pour pouvoir m'installer. Donc je me suis installé en 2005 dans un GAEC familial avec mes parents et mon oncle. Bon, depuis, mes parents sont partis à la retraite. Et puis aujourd'hui, je suis avec mon oncle. On a une responsable d'élevage qu'on a intégrée au fur et à mesure dans le GAEC, et qui était non originaire du milieu agricole, qui n'avait pas des prédispositions au départ. Et puis voilà, elle est montée en compétence avec nous et on est très heureux de l'avoir. On a toujours 2 apprentis avec nous. Et puis un peu de main-d'œuvre occasionnelle, dont les parents, des fois, qui viennent donner un coup de main. C'est parfois de l'arbre qui cache la forêt. On a des fois des gens qui viennent nous aider et on en a bien besoin. On a des difficultés de recrutement par moment aussi. Donc aujourd'hui, on exploite à peu près 1,3 million de litres de lait et puis 50 vaches allaitantes en label. Et puis un petit peu de céréales aussi en filière de qualité. Donc dans le parcours, on va dire, j'ai été pendant une 15aine d'années producteur de lait. Je veux dire lambda, c'est peut-être un peu réducteur, mais voilà, j'étais producteur, mais je ne savais pas trop le devenir du produit. Et puis j'étais un petit peu distant avec voilà, ce qui pouvait se passer. Et puis un jour, quelqu'un m'a appelé et j'ai réintégré donc, la laiterie avec Emmanuel, parce que j'avais une volonté de me rapprocher du consommateur, savoir réellement les attentes sociétales, savoir réellement qu'est-ce qu'ils savaient derrière, parce qu'on s'était mis une fracture, je dirais, entre les consommateurs et puis nous, producteurs. Et je pense qu'avant, il y a quelques générations, on avait beaucoup de monde, dont vous, qui aviez des origines agricoles, et aujourd'hui, moins en moins. Donc nous, on a besoin de se reconnecter à ça, et ça m'a fait du bien. Bon, j'ai eu la chance d'intégrer une démarche équitable, c'est qui le patron, que beaucoup connaissent au jour d'aujourd'hui. Et puis après, j'ai avancé aussi sur la démarche Bleu Blanc Cœur, parce qu'elle me tenait à cœur sur la partie notamment environnementale. Donc on est assez dynamique dans l'OP, l'organisation de producteurs avec laquelle on travaille. On nous donne la possibilité de s'exprimer, de rencontrer des gens, de rencontrer des distributeurs qui nous permettent de faire des contrats avec eux. Et nous, c'est hyper important, on se sent valorisé, on se sent respecté, et c'est très important.
Alors là où je suis complètement d'accord avec Romain, c'est que pour que tous les membres de la filière soient complètement reconnus, il faut que chaque maillon puisse gagner correctement sa vie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à 1 euro du litre, on ne peut pas dire que c'est usurpé. Et qu'au jour d'aujourd'hui, quand on voit une revalorisation pour les producteurs, même si ce n'est pas complètement effectif tout le temps, mais on sent qu'il y a un intérêt avec Egalim de vouloir avancer sur cette chose-là. Moi, qu'est-ce que ça m'a permis, une meilleure revalorisation sur mon produit du lait? Ça m'a permis de mettre en place, notamment au contact des consommateurs, de mettre en place des mesures sur mon exploitation. Nous, on avait fait il y a 4 ans maintenant, toute notre organisation de producteurs, une photo de notre exploitation. Donc ça s'appelle le Cap 2ER, qui nous permettait de voir un petit peu, comme dans bon nombre d'agriculteurs par exemple en France, de faire une photo sur un petit peu qu'est-ce qu'on émettait en carbone, qu'est-ce qu'on captait, parce qu'on émet, on produit, on en puise aussi du carbone via nos prairies, on en capte via nos prairies, nos haies, et ça, faut pas l'oublier. Et donc, ça nous a permis de faire une photo. On n'était pas très emballés à l'époque, parce qu'on a toujours peur du regard, les agriculteurs ont toujours peur un peu du regard extérieur, de savoir comment on produit et tout. Et en fait, ça a été un sacré challenge. Ça nous a permis de voir les leviers d'action. Par exemple, moi, j'ai pu intégrer une usine de méthanisation sur l'exploitation. Je sais que ça a permis de réduire de 7% mes gaz à effet de serre. Une alimentation plus équilibrée, notamment via Bleu Blanc Cœur Écométhane, qui m'a permis de réduire de 13% mes émissions de gaz à effet de serre. Au jour d'aujourd'hui, dans une filière comme Bleu Blanc Cœur, j'ai fait le tour en 3 ans, pratiquement 600 000 km, l'équivalent de 600 000 km de parcours d'une voiture, juste en changeant l'alimentation de mes animaux. Parce que derrière, avec une alimentation plus équilibrée, ça permet d'émettre moins de méthane derrière pour par les animaux. Donc c'est pas rien. Je crois que la superficie, le tour de la Terre, c'est 40 000 km. Donc sur mon exploitation, en cas moi, c'est 15 fois le tour de la Terre réduit quand même, grâce à une alimentation plus équilibrée. Donc c'est pas rien quand même. Enfin voilà, plein de choses qu'on a mis en place qui ont permis sur notre exploitation d'améliorer nos gaz à effet de serre. Et dans l'enjeu du réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est quand même très important. Et moi, ça me tient très à cœur. Merci Nicolas. Je vais passer la parole à Emmanuel, qui va... Bien, bonjour à tous. Parler. Je crois qu'il y a une petite zapette. Bonjour à tous. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur effectivement la production agricole. Vous avez compris que nos enjeux, c'était d'abord et surtout, et je le rappelle à chaque fois, la sécurité alimentaire, qui est un point important. Ensuite, effectivement, la diversité, la biodiversité, comme vient de le résumer Nicolas. Les premiers écologistes, c'est nos producteurs. C'est eux qui entretiennent effectivement les territoires. Et pour ça, il faut avoir une filière forte en France, mais également filière forte en Europe. Et on a la chance d'avoir un produit qui est assez remarquable à ce titre-là, premier aliment de la vie, et en plus une protéine qui est une protéine abordable. Alors, non, ça marche dans l'autre sens, pardon. Alors, bien sûr, on a un sujet qui est très prenant aujourd'hui dans nos métiers, qui est le sujet des emballages. On fait partie effectivement de ces produits qui, pour assurer leur conservation, pour assurer la sécurité alimentaire, doivent les protéger. Un litre de lait, ça a 3,5, ça a des microbes qui peuvent effectivement l'altérer, voire rendre malade les gens. Ça a la lumière, effectivement, qui attaque un certain nombre d'éléments, dont certaines vitamines et certaines protéines. Et puis, il y a également l'oxygène qui va oxyder un certain nombre d'éléments et qui va rendre le produit impropre à la consommation, ou en tout cas assez désagréable à sa consommation. Donc ces emballages-là, il faut allier donc toutes les contraintes qu'on a technologiques avec les contraintes de développement durable telles qu'on nous les a aujourd'hui imposées, mais qui sont aussi des notions de responsabilité de nos entreprises. Donc on travaille depuis très longtemps, on a un mix de produits à 50-50 à peu près entre les briques et les bouteilles, que ce soit les bouteilles en PET ou des bouteilles en PEHD. 100% de nos emballages aujourd'hui ont des filières de recyclage de leurs matériaux qui sont opérationnels, et ça c'est un point qui est très important, et je pense qu'on est une des seules filières aujourd'hui à avoir organisé cela. Et c'est 15% de travail sur la réduction du plastique. Je dis toujours dans l'emballage,
l'emballage, il y a l'emballage bling bling, hein, celui qui fait beau, qui est marketing. Les gens, quand ils achètent un litre de lait, ils achètent d'abord du lait pour le consommer et ensuite le fameux emballage devient un déchet qui aujourd'hui il faut retraiter. Et donc ça, il faut aussi qu'on l'ait à l'esprit et on le travaille de façon importante. Et puis en 2021, on a supprimé effectivement les pailles plastiques. Je pense qu'il y avait d'autres sujets, mais celui-là, il nous a été imposé par les législations. Alors, cette filière, donc, on a défini par rapport à toutes les lois AGEC, qu'elles soient européennes, etc., finalement une feuille de route, qui est la feuille de route 3R, hein, donc, qui est extrêmement importante, où on va recycler, récupérer, réutiliser un certain nombre de produits. Et nous, bien sûr, quand on est lancé, on essaye effectivement d'aller plus loin. Donc, ces filières sont opérationnelles. Je l'ai déjà dit. On travaille à la réincorporation de matériaux dans nos emballages. On l'a déjà fait sur certaines bouteilles, comme les bouteilles PET. On est en train de le faire sur les bouteilles PEHD. Je vais en parler tout de suite après. C'est plus compliqué sur les emballages carton parce que quand on va casser les fibres, en fait, finalement, on a du mal derrière à assurer la stabilité de nos produits et la conservation. Mais on y travaille également. On est en train de travailler à la suppression de l'aluminium dans les briques carton. On a cette imposition qui nous a beaucoup usé, ce sont les bouchons solidaires. Vous savez que maintenant, on doit attacher nos bouchons. Il y a une législation où notre produit a été classé au niveau européen et passé d'un aliment, et le lait reste un aliment, à une boisson. C'est un peu les aberrations de certaines méthodes dans lesquelles on cherche à mettre tous les produits dans le même sac. Et donc aujourd'hui, on a cette imposition de bouchons solidaires qui nous fait beaucoup de contraintes. Vous voyez, une entreprise comme la mienne, c'est plus de 23 bouchons qu'il faut modifier et c'est plus de 50 lignes de conditionnement à modifier. C'est un coût de l'ordre de 10 millions d'euros et c'est 9 personnes qui, depuis 3 ans, ne font que ça. Hein, donc pour un résultat qui, je l'avoue, me laisse plus que perplexe et je pense qu'on avait d'autres sujets à traiter. Mais en tout état de cause, c'est une imposition et 84% de nos emballages auront des bouchons attachés. Bon courage pour les refermer derrière parce que c'est compliqué. Et 100% en juillet 2025, c'est la trace qu'on a fixée avec notre administration. Oula, là j'ai été beaucoup trop vite. Donc attendez, excusez-moi. Soit ça marche pas, soit ça marche très vite. Ensuite, on a travaillé parce qu'on avait, dans les bouteilles plastiques, on a 2 bouteilles. On a une bouteille PET et une bouteille PEHD. Sur le PEHD, on avait une obligation réglementaire qui nous interdisait en fait de réutiliser le PEHD. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, on travaille avec les services, les experts, avec également des services techniques à pouvoir réutiliser effectivement les produits. Ça a donné lieu à un programme qui a eu le soutien de Citeo. Et aujourd'hui, donc avec le projet Circule lait PE, hein, polyéthylène, eh bien, est porté par Valorplast. Nous sommes en train donc de retravailler à réinjecter en fait finalement du polyéthylène dans des bouteilles de lait. Et on va là aussi aller vers un travail de polyéthylène recyclé. L'objectif, bien sûr, alors tout ça n'est possible. Moi, je dis que techniquement, je dis qu'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment ou un autre, on recyclera, on reviendra peut-être à des monomères. On a des choses qui sont extrêmement intéressantes. On a une limite. Une limite, c'est les consommateurs. On a travaillé beaucoup à augmenter les taux de collecte. Ils sont très inégaux en France. On a des modèles comme la Bretagne qui est très en avance. On a Paris qui est beaucoup moins en avance en termes de collecte. Et donc ça, c'est un travail qu'on mène avec l'ensemble des organisations comme Citeo, les collectivités locales, territoriales, de façon à aller de plus en plus vers le fameux bac jaune, la récupération, la réutilisation. Dès l'instant où on a la matière à disposition, nous on sait la recycler et on sait travailler effectivement là-dessus. Et d'ailleurs, ça sera un des sujets de la Journée mondiale du lait. On ira effectivement montrer aux jeunes consommateurs qui vont venir visiter, et aux plus anciens aussi, comment finalement une bouteille de lait et le geste de tri est très très important dans la chaîne de vie des produits, tel qu'on peut derrière le recycler. Toujours en ayant et garder ça en tête, c'est un de nos soucis permanents, cette notion de sécurité alimentaire. Il faut faire très attention dans les notions de recyclabilité, à ne pas jouer les géos trouve tout et avoir des problèmes plusieurs années après de contaminants qui peuvent effectivement rester. Donc on travaille et on est extrêmement prudent sur ces choses-là pour bien valider les choses. Alors le lait collecté et conditionné en France, Romain en a parlé, ça a été effectivement, je pense, un très très beau succès. On a lancé ça bien avant toutes les notions de souveraineté alimentaire, les notions d'identification, d'information consommateur. Nous faisons partie des gens qui pensons que l'information consommateur, elle est nécessaire et il faut aujourd'hui aller vers ce type de choses. Mais il faut aussi parler de la formation des consommateurs à la lecture de cette information, ce qui est des fois loin d'être le cas. Et ensuite, le consommateur doit avoir le choix
en fonction de ses convictions, effectivement, d'acheter des produits. On voulait un logo simple, un logo qui soit repérable. Vous savez que les gens ont 2 secondes pour faire un acte d'achat. Eh bien, on a créé ce logo qui aujourd'hui est présent sur la plupart des emballages de lait, bien porté par les distributeurs qui ont vraiment adhéré parce que c'est un signe effectivement fort, qui est reconnu maintenant par les consommateurs. Ils disent oui, ce logo, il existe. Il y a peu de logos, il y a beaucoup de logos, mais il y a peu de logos qui sont vraiment reconnus. Eh bien, celui-là en fait partie. Et ça témoigne derrière de la confiance. Les gens disent, quand on voit ce logo-là, on a confiance dans le produit tel qu'on peut l'acheter. Et puis, de plus en plus, les gens souhaitent connaître l'origine effectivement de nos produits. Et donc, ça permet aussi de traiter. Alors, il y a les 2 mots. Il y a collecté parce que c'est du lait français et conditionné parce que c'est du lait effectivement qui est conditionné sur nos usines. Faire des kilomètres à 1 litre de lait, c'est stupide, alors qu'on a aujourd'hui des usines qui sont réparties sur le territoire français, qu'on a des producteurs qui sont répartis sur les territoires français. Et donc, arrêtons d'aller acheter du lait dans certains pays étrangers, tout ça pour des fois 2-3 centimes d'économies qui ne sont pas justifiées par rapport à ce que l'on peut faire en France. Alors, cette conservation naturelle du lait, elle a été, et là c'est très original aussi, nous sommes une des seules organisations avec les jus de fruits, qui a aussi Calijus, à avoir créé notre propre institut professionnel de lait de consommation. Le but n'était pas de venir contrecarrer les instances officielles. Le but était de gérer en fait finalement tout ce qui pouvait être produit. Et ça, c'était très important. Il y a un cahier des charges qui a été défini. Il y a une reconnaissance qui est en cours avec la DGCCRF et qui les allège beaucoup. La DGCCRF, c'est peu de personnes sur une surface énorme. Eh bien, nous, on prend en compte effectivement ça. On a des plans de contrôle, on a des cahiers des charges, on a des plans de contrôle de nos usines. On contrôle nos produits régulièrement de façon à s'assurer que ces produits sont toujours, d'une part, sains et loyaux et que tout ce qui est écrit sur les emballages correspond bien au cahier des charges qu'il a défini. S'il y a une anomalie, on a des experts à l'intérieur qui sont capables effectivement de faire des recours et d'aller demander des explications aux entreprises ou à l'administration en fonction de ce qui peut se passer. Donc cet IPLC, c'est plus de 25 ans et je pense que c'est une vraie réponse aujourd'hui dans beaucoup de filières qui pourrait être appliquée dans beaucoup de filières, effectivement à une sorte d'autocontrôle et d'autogestion des choses. Ça témoigne de la démarche et de la qualité sanitaire de nos produits et ça c'est encore une fois important. Vous m'entendez beaucoup parler de sécurité alimentaire. Je suis effectivement très attentif, nous sommes très attentifs à ça parce que c'est important aujourd'hui de garantir aux consommateurs que le produit qu'ils consomment est bien un produit de qualité et bien sûr loyal par rapport à ce qu'on peut écrire dessus. Donc cette démarche, elle est volontaire. Il y a 25 laiteries, toutes les laiteries françaises sont rentrées effectivement dans le modèle et donc ce cahier des charges évolue en permanence en fonction des événements et ça nous sert aussi on a fait c'est une base de données énorme depuis 25 ans de toutes les données telles qu'on peut les avoir et ça nous sert derrière à enrichir ça, à répondre rapidement à vos questions. Vous pouvez vous poser un moment sur telle chose, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous on peut vous dire depuis 25 ans il s'est passé ça sur les compositions, sur les intrants, sur un certain nombre de choses en termes d'évolution. Et je redonne la parole au chef. Alors cette béchamel. Donc là, j'ai mis à cuire du navet, d'accord, que j'ai tranché. On passe aux légumes. On va passer aux légumes et après je vais revenir à la béchamel. D'accord. Donc assaisonner, d'accord. Donc ça va donner de l'onctuosité et ça va apporter aussi, ça va garder la blancheur du produit. Donc on pourra déguster tout à l'heure parce que j'en ai fait assez pour qu'on puisse déguster. Et là ici, donc j'ai préparé le poisson. Donc j'ai fait chauffer mon lait avec une garniture aromatique. Le lait va absorber et va diffuser donc toute cette saveur aromatique dans le lait. Et après, on va cuire le poisson qui, lui, à son tour, va absorber cette saveur. Et ça va permettre de donner du goût et de garder de l'onctuosité. D'accord. Donc on ne dépassera pas les 90 degrés parce qu'il ne faut surtout pas faire bouillir. Ça se cuit à basse température. Exactement, parce que si on fait bouillir, en fait, le poisson risque de se mettre en morceaux en fait. Alors, juste une petite astuce pour la béchamel. Donc, j'ai fait mon roux tout à l'heure, donc à base de beurre, de farine. Et donc, pour éviter de faire des grumeaux, parce que ça, c'est le problème et le souci à la maison, il y a juste une astuce. C'est roux froid, lait chaud, ou roux chaud, lait froid. D'accord? Donc, il faut amener les deux opposés. indifféremment. Exactement. Et on va mettre la partie liquide en une seule fois. Parce que si vous mettez petit à petit votre liquide, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'amidon
il va absorber immédiatement le liquide qu'il va avoir en sa possession. Et en fait, donc ça va faire des grumeaux. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument apporter une masse de liquide importante. Comme ça, la farine n'aura pas le temps de tout absorber. Donc on va pouvoir diluer gentiment et mélanger le lait avec notre roux. Et après, on va faire chauffer et ça va épaissir. Merci beaucoup. Alors, après avoir vu cette belle recette, nous allons continuer en cuisine, mais avec un peu plus de science. Et donc, je laisse la parole au docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, qui va nous parler du lait ingrédient, un solide allié pour les os. Merci. Bonjour, bonjour. J'adore la béchamel. Alors moi, je fais roux chaud, lait froid. Et alors, je rajoute de la noix de muscade à la fin aussi. Vous l'avez aussi. Et alors, la béchamel, les endives au jambon avec de la béchamel et un petit gratin, c'est très très bon. Et la blanquette de veau aussi avec la béchamel, c'est très bon aussi. Bon, enfin bref, vous l'avez compris. Moi, j'aime le lait. J'en consomme moi-même beaucoup. Pratiquement un tiers de lait tous les jours. Vous vous rendez compte, le matin, allez hop, un grand bol de lait avec du chocolat. Et puis, c'est pour ça que, bon, j'aime le lait. Je connais toutes ses qualités nutritionnelles et c'est pour ça que j'insiste beaucoup auprès de mes patients à l'hôpital, puisque c'est mon métier d'être médecin nutritionniste hospitalier, et auprès de mes élèves, puisque je dirige une école de nutrition et de napsothérapie, donc je ne manque jamais d'insister sur les qualités nutritionnelles du lait et des produits laitiers et de leur importance, de leur présence au quotidien. Alors, on y va. Donc, c'est un vrai aliment, on parle même d'une boisson aliment. C'est en ce sens qu'il était exceptionnel, car il est très riche en protéines. Ah, attendez, est-ce que j'ai une petite loupiote? Oui, peut-être ça. Voilà, très bien. Donc, lait entier, lait demi-écrémé, lait écrémé. On a vu que c'était surtout le lait demi-écrémé qui était le plus consommé. Donc, c'est peu calorique. On est à 45 calories du 100 millilitres. Donc, 3 grammes de protéines. Alors, en gros, pour que vous ayez une idée des quantités, un bol de lait, c'est entre 200 et 250 millilitres. Ça veut dire que quand vous buvez votre bol de lait le matin, que ce soit avec du café ou du chocolat, eh bien, vous avez à peu près 90 calories, 200 millilitres, donc 2 fois 45, 2 fois 3 grammes de protéines, ça fait 6 grammes de protéines, ce qui n'est pas négligeable, ça fait 10% du besoin quotidien en protéines, 60 grammes de protéines par jour, déjà 6 dans un bol de lait, des protéines d'excellente valeur nutritionnelle, un petit peu de lipides, mais très peu puisqu'on est sur du lait demi-écrémé. Les glucides, c'est uniquement du lactose qui va être digéré par la lactase et beaucoup de calcium. Ça, pour moi, qui représente une force exceptionnelle du lait, 120 mg de calcium pour 100 ml. Ça veut dire que dans un bol de 200 ml, vous avez 240 mg de calcium, ce qui représente un quart du besoin quotidien en calcium. Et je dois vous dire que je suis très préoccupée par le manque d'apport calcique des personnes, même des enfants, des adolescents et des adultes, parce qu'ils sont peu nombreux à consommer suffisamment de produits laitiers et en gros, ils se carencent en calcium. C'est une carence qui est tout à fait silencieuse, ils ne s'en rendent pas compte et c'est fort dommage pour la solidité osseuse. Donc ce lait, il est utile à tous les âges de la vie. Donc la croissance et l'entretien de la masse osseuse. Un os, c'est quoi? C'est une trame de protéines sur laquelle sont fixés des cristaux de calcium qui la rendent solide. Donc pour avoir des os solides, il faut des protéines et du calcium et de la vitamine D qui aide à fixer ce calcium sur les protéines. Et c'est génial parce que dans le lait, il y a tout ça. Il y a tout. C'est vraiment le combo solidité osseuse. Voilà. Bon, il n'y a pas que l'os qui soit concerné aussi. Il y a la masse musculaire. Les muscles ont besoin de protéines. Et d'ailleurs, il ne vous a pas échappé que les sportifs de haut niveau qui pratiquent la muscu prennent après l'effort de musculation ce qu'on appelle de la whey. Ce sont des protéines de lactosérum qui sont donc isolées du lait, sélectionnées et concentrées. Et ces protéines de lactosérum ont la capacité d'être extrêmement rapides, de diffuser très vite dans le sang et de délivrer aux muscles leurs acides aminés qui vont permettre aux muscles de se refaire une santé après l'effort musculaire intensif, voire même de se développer davantage. Donc, ces professionnels de la muscu, pour avoir toujours plus de muscles, ils prennent régulièrement de la whey. Donc, c'est comme s'ils buvaient du lait. Simplement, c'est du concentré de lait concernant les protéines de lactosérum. Ensuite,
c'est au service de l'énergie et de la vitalité, puisque le lactose, c'est un glucide, et grâce à la lactase de votre intestin, eh bien, la lactase, c'est comme une paire de ciseaux, ça coupe la liaison qui unit le glucose et le galactose, ça libère le glucose qui va servir de carburant à nos cellules, et ça libère le galactose qui va direct dans notre cerveau, car nos neurones sont composés de galactosides, donc utilisent le galactose comme composant. Il y a également les vitamines du groupe B qui sont très nombreuses dans le lait et les produits laitiers, et les vitamines A et D. Donc, par chance, le lait est très aimé instinctivement des enfants. Il faut dire que c'est le premier aliment de la vie, que ce soit par le lait de leur mère ou par les laits infantiles. Et puis très rapidement, ils basculent vers le chocolat chaud. Ils adorent, c'est parfaitement bien digéré, puisque la nature étant très bien faite, nous disposons d'une lactase 100% efficace à la naissance, pour complètement utiliser tout le lactose pour le bébé et son développement. Et puis cette lactase va petit à petit diminuer dans le temps, pour atteindre, à partir de l'âge de 6, 7, 8 ans, une valeur qui restera stable chez l'adulte de 20%. Mais ces 20% de lactase résiduelle nous permettent sans problème de digérer le bol de lait du matin. La preuve. C'est facilement proposé par les parents qui instinctivement savent que le lait, c'est bon pour la croissance et la santé de leur enfant, et qui très curieusement, après, semblent dire « Ah, le lait, est-ce que c'est bon pour ma santé ?» Et c'est là que nous, les nutritionnistes, on se bat pour justement combattre toutes ces fake news qui circulent et réhabiliter le lait qui a tellement de qualité qu'on ne peut pas et on ne doit pas passer à côté. Et d'ailleurs, je suis très contente de constater que la consommation de lait a augmenté. Ça prouve que les consommateurs sont pleins de bon sens et puis qu'ils voient que tout se passe bien sur le terrain et que le lait est utile. Bon, c'est donc un grand classique du petit déjeuner et du goûter. Et puis le lait a l'avantage également d'être transportable sous forme de briquettes. Bon, malheureusement, à l'adolescence, ça commence à se perdre un petit peu parce que pour l'adolescence, c'est un peu l'image du lait du petit frère ou de la petite sœur. C'est pas pour moi, je suis ado. Et il commence à en boire un petit peu moins, ce qui est fort dommage car les besoins en calcium augmentent considérablement à la croissance de l'adolescence. 1 cm par mois, c'est pas rien, hein. Entre 13 et 18 ans, ça pousse. Et donc, pour que les os s'allongent, il leur faut du calcium et des protéines. Et c'est pour ça que les besoins en calcium de l'ado, c'est plus 800, c'est 1200 mg. Ça veut dire que j'insiste auprès des parents pour que les ados consomment 4 produits laitiers par jour et plus 3. Et donc, le matin au petit-déj, si ça peut être du lait, ça, c'est génial. Un bon chocolat chaud du matin, c'est génial. Ou alors, du lait avec les céréales. Très bien. Bon. Ensuite, ça devient aléatoire chez l'adulte et le senior. Il y a les inconditionnels. J'adore mon chocolat chaud du matin ou mon café au lait. Voilà. Il y a les consommateurs épisodiques au gré de mes envies. Il y a les inquiets. J'ai entendu dire que le lait, c'est pas très bon pour la santé. Je me fais fort de corriger tout ça et de leur expliquer combien le lait leur apporte des choses utiles. Et puis, il y a ceux qui le digèrent mal. Alors, il y a ceux qui ont des vraies raisons de mal le digérer, qui sont un peu intolérants au lactose. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'ils boivent du lait, ils se disent « Mais ça représente une minorité en France. On est sur 15%. Ça veut dire que 85% des gens digèrent le lait sans aucun problème, si on veut voir le verre plein. Donc, il y a ceux qui disent « Ah, moi, le lait, ça me barbouille un peu. Pas de problème, j'ai la solution. Hop, vous buvez du lait sans lactose. » C'est très bien. En fait, ce qu'ont fait les industriels, c'est qu'ils rajoutent de la lactase dans le lait. Comme ça, le lactose du lait en bouteille, il est directement digéré dans le conditionnement. Voilà, et la personne n'a plus à mettre à contribution sa propre lactase. Donc, elle va très bien le digérer. C'est génial. Comme ça, elles peuvent profiter du lait sans avoir de problème digestif. Voilà. Donc, alors, le lait à boire, c'est vrai que quand on parle du lait, on pense toujours du lait boisson. Mais le lait, ça se mange aussi. Et grâce à ces recettes que nous allons savourer tout à l'heure, on voit bien que le lait, il a sa place aussi dans les recettes. Alors moi, je parle beaucoup des œufs au lait. Alors là, les œufs au lait, c'est génial. C'est très facile à faire. Franchement, en 20 minutes, c'est cuit au four, à cuisson douce. Et c'est une espèce de petite crème caramel, mais sans caramel, que vous servez, que vous pouvez manger à tout moment de la journée, au petit déjeuner, au dessert. C'est du lait, des œufs et très peu de sucre, avec une petite gousse de vanille. C'est absolument sublime. C'est très bon à tous les âges de la vie, et particulièrement aux seniors et aux sujets âgés, qui ont souvent des gros problèmes d'appétit. Et alors là, les œufs au lait, ils raffolent. Bon, il y a le milkshake aux fruits aussi. Très bien, vous mixez du lait avec des fruits, c'est génial. Vous avez tous les bienfaits du lait et tous les bienfaits des fruits. Il y a aussi les flans, les quiches, voilà, et la béchamel. Alors donc, on y a de la gourmandise,
On y trouve la façon d'intégrer le lait dans le quotidien autrement que via la boisson. Et puis, ça permet donc, sur le plan nutritionnel, de profiter des qualités nutritionnelles. Je me suis amusée à voir l'intérêt nutritionnel que ça peut représenter. Si, par exemple, la personne prend des œufs au lait au lieu de prendre un gâteau marbré, eh bien, vous voyez que dans les œufs au lait, pour un apport calorique à peu près identique, elle va avoir beaucoup plus de protéines, moins de lipides. Les apports de glucides sont moindres et surtout, il y a beaucoup moins de sucre et puis le reste, c'est du lactose. Et puis surtout, considérer l'apport de calcium. Moi, c'est mon obsession, le calcium, parce que je suis très préoccupée de nos contemporains. Je vous assure que là, on parle beaucoup de l'épidémie d'obésité et de diabète, mais je peux vous assurer que dans 10 à 15 ans, on va parler de l'épidémie de fracture ostéoporotique, hein, parce que là, mes patients, ils sont tous carencés en calcium. Ils pensent qu'avec un petit bout de fromage, ça suffit. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Donc, il faut vraiment réhabiliter le lait au quotidien pour lutter contre la carence d'apport calcique. Parce que les os qui n'ont pas assez de calcium, ils disent rien. Ils souffrent en silence. Et on a très peu de marqueurs dans le sang qui indiquent qu'on manque de calcium. Le taux de calcium dans le sang, ce n'est pas du tout un bon marqueur. Puis on ne va pas s'amuser à faire une ostéodensitométrie. Ça coûte la peau des fesses à l'assurance maladie. On en fait une à 50 ans, point barre. Mais avant, on n'a aucun moyen de connaître la santé de nos os. Le seul moyen de le savoir, c'est de calculer la quantité de calcium qu'on consomme. Et si on ne boit pas de lait, ben souvent, elle est beaucoup trop basse. Donc, ça fragilise les os à tous les âges de la vie. Et bonjour, à partir de 50 ans, paf, la personne rate une marche. Et au lieu de se faire une entorse, crac, fracture tibia-péroné. Et le radiologue va lui dire, mais madame, mais vous avez des os radiotransparents. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, j'ai toujours très peu consommé de produits laitiers. Bon, donc on est vraiment dans la prévention. Il faut boire et manger le lait. C'est hyper important. Voilà, alors autre recette, les crêpes, le flan pâtissier, le riz au lait, l'île flottante. Et vous voyez qu'il y a peu de sucre. Et puis surtout, de ça, il faut déduire le lactose, hein, bien évidemment. Hein. Et puis surtout, regardez les apports de calcium. Donc ça veut dire qu'on mange gourmand, mais qu'on mange utile. Voilà, hein, parce que manger des produits gras et sucrés, certes, c'est gourmand, mais c'est pas utile. Voilà. Alors que là, on mange gourmand et utile. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de retard, la zapette. Hein, voilà. Donc l'intérêt majeur, c'est le calcium, je viens de vous en parler. Et puis pour ceux et celles qui auraient la mauvaise idée de vouloir remplacer le lait par des jus végétaux, je leur dis, mon Dieu, ne faites surtout pas ça, car le lait d'amande, les jus végétaux à base de soja et compagnie sont très pauvres sur le plan nutritionnel et surtout ne contiennent pas de calcium. Alors on l'a tellement dit que les industriels se sont dit il y a peut-être une parade à trouver, on va enrichir en calcium. Mais il y a énormément de gens qui ne le savent pas et qui achètent ces boissons en se disant le végétal c'est beaucoup plus sain que l'animal, donc je vais remplacer mon lait du matin par un jus végétal. Erreur, grossière erreur, manque de calcium assuré. Sauf si en regardant l'étiquette, elle va choisir sélectivement les boissons qui seront enrichies en calcium. Mais quand bien même elle a la même quantité de calcium, elle n'aura pas les protéines du lait, elle n'aura pas les vitamines du groupe B du lait, et elle n'aura pas le phosphore aussi important pour la fixation du calcium sur l'os. Donc, elle va quand même y perdre. Voilà. Donc, une journée sans boire de lait, et pourtant, vous voyez qu'en le mangeant, eh bien, on peut arriver à un apport calcique intéressant. Donc, flocons d'avoine avec le lait, à midi, le fromage, à base de lait, donc l'après-midi, un ramequin d'œufs au lait et le soir au dîner, du lait de nouveau dans la quiche lorraine. Et vous voyez que sans avoir bu un bol de lait de la journée, eh bien on a, grâce à l'intégration du lait dans toutes ces recettes, on a quand même réussi à apporter 500 mg de calcium, ce qui représente les 2/3 de l'apport quotidien. Donc, ça y est, le compte est bon. Donc ça, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que vous vous rendez compte de la différence qu'il y a entre une vertèbre saine et une vertèbre ostéoporotique. Alors ça, c'est hallucinant. Ça, quand on a des vertèbres comme ça, je peux vous assurer que vous tombez sur les fesses, vous vous faites un tassement vertébral de première classe. Hein. Alors, ça peut paraître, ça c'est pas moi, mais ça, on y arrive très vite. Hein. Une femme qui est ménopausée à 50 ans, à partir de 50 ans, alors ça concerne moins les hommes, c'est vrai, vous avez de la chance. Les femmes sont plus concernées par l'ostéoporose que les hommes. Pourquoi? Parce qu'à partir de 50 ans, les ovaires se mettent en grève, donc il n'y a plus d'estrogène. Or, les estrogènes fixent le calcium sur les os. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'estrogène, les os se déminéralisent à une vitesse grand V. Alors, c'est 1 à 2% par an. Ça ne paraît pas grand-chose, on se dit, c'est minime. Oui,
mais 1 à 2% par an. Quand on arrive à 75 ans et qu'on a 25 ans de ménopause derrière soi, eh ben 25 fois 2, ça fait 50%. Ça veut dire qu'en 25 ans de ménopause, quand on arrive à 75 ans, on a perdu la moitié de sa masse minérale osseuse. Et on en est là, hein, on en est à avoir des vertèbres comme ça. Vous vous rendez compte un peu de la catastrophe? Alors on peut limiter ce phénomène, on peut le limiter simplement, justement, en consommant nos 3 à 4 produits laitiers par jour, avec du lait tous les jours, de l'activité physique et de la vitamine D que le médecin doit avoir supplémentée en hiver et en automne. Voilà, je vous remercie. Alors chef, un petit conseil pour la cuisson du poisson. Hein, comment est-ce qu'on doit cuire ce poisson dans le lait? Basse température, en dessous de 90 degrés, surtout pas que ça boue. D'accord, ça c'est important. Ouais. Parce que vraiment si ça boue, il va partir en morceaux. D'accord. Alors on va revenir avec Emmanuel donc, sur l'annonce donc, des Journées mondiales du lait. Vas-y Emmanuel, je te laisse. Bien. Ces vertèbres, elles me font toujours froid dans le dos, moi. Donc c'est vrai que c'est le cas de le dire. Non, mais je trouve qu'il y a une logique assez implacable et c'est effectivement extrêmement important, et surtout dans les 20 premières années de la vie de la personne, et particulièrement chez les femmes. Alors, la Journée mondiale du lait, finalement, c'est faire découvrir depuis plus de 10 ans nos filières qui vont donc effectivement de la production jusqu'à la distribution, en passant par la transformation et tous les métiers qui sont associés. Et donc, c'est aujourd'hui toute la vitalité de cette filière qui est encore une fois une filière qui est sur les territoires. Et on ouvre donc nos usines un petit peu partout en France. Alors, c'est une organisation assez importante, puisqu'on en profite aussi pour véhiculer, j'en ai parlé tout à l'heure sur les emballages, mais également qu'est-ce que c'est qu'une salle de traite, comment nos producteurs viennent présenter ou font visiter certaines exploitations. Et vous voyez que l'ensemble, donc, un certain nombre d'usines vont effectivement ouvrir leurs portes à des dates qui sont fixées. Je prends l'exemple d'une de mes entreprises qui est l'usine de Saint-Denis-de-l'Hôtel. C'est plus de 1000 personnes aujourd'hui qui, chaque année, viennent effectivement visiter. On a ouvert, donc il y a tous les ans une journée mondiale du lait qui est le 1er juin, hein, ça c'est journée mondiale internationale. On est, je dirais, nous la filière lait de consommation, les plus entreprenants, hein, puisqu'on a créé effectivement ça. Bon, alors c'est vrai que nos usines s'y prêtent peut-être plus que des fromageries ou un certain nombre de choses, mais en tout état de cause, on a toujours porté ça, parce que le lait, c'est la porte d'entrée à tous les produits laitiers, et ça c'est quelque chose qui est important. Donc vous pourrez donc accéder aux entreprises en toute transparence, avec des collaborateurs, des producteurs, des gens qui viennent de l'emballage, qui parleront effectivement de leurs produits, et puis donc on fêtera ce 10e anniversaire. Il faut penser à fêter les anniversaires et les bons moments, mais encore une fois c'est toujours un moment extrêmement important, de convivialité bien sûr, de curiosité également, où les gens peuvent venir poser toutes les questions. Et puis nous, ça nous sert aussi également à véhiculer nos métiers. Hein. C'est des filières un peu comme l'agriculture. On souffre d'un manque de personnel. Ça va un petit peu mieux maintenant, mais ça a été très très compliqué sur ces dernières années. Et donc ça nous permet aussi d'expliquer qu'on a des très très beaux métiers, très complets dans toutes nos entreprises, et qu'il faut venir nous rejoindre parce qu'on peut faire des très belles carrières dans nos entreprises. Donc tout cela se fait avec bien sûr des échanges. C'est nos collaborateurs qui réalisent les visites d'usine. On a des animations où on va allier par exemple le sirop pour faire des milkshakes ou des choses comme ça. On va présenter, des chefs vont présenter un certain nombre de produits qui vont permettre de déguster des saveurs inédites. Voilà, c'est comment on allie effectivement l'économique, le territoire, le ludique, le gastronomique au travers de tout ce qui peut être fait. Et bien sûr, vous avez l'ensemble des éléments que vous retrouvez sur les réseaux sociaux pour donner à la fois les dates d'ouverture, les animations qui vont être réalisées. Et donc, ces informations vous sont bien sûr toutes disponibles. Je vais laisser pour conclure la parole à Romain avant de répondre à vos questions. Alors, oui, pour conclure, donc ce qui nous paraissait important de rappeler aujourd'hui, c'est que ce lait donc est un aliment qui a des qualités uniques. Donc c'est une protéine animale d'excellente qualité qui contient beaucoup de vitamines, du calcium. Je pense que le docteur Plumet l'a largement souligné, et qui donc aujourd'hui répond aussi à un enjeu de santé publique. Et puis, deuxième chose, c'est un aliment qui est de plus en plus apprécié des Français.
On l'a vu lors de l'étude qu'on vous a présentée tout au départ. Et c'est un aliment moderne. Et ce qui semble nous le prouver, c'est que la consommation s'est stabilisée cette année, donc ce qui est plutôt une bonne chose pour notre filière. Voilà, on espère que c'est durable. Donc voilà, un élément d'optimisme pour nous. Et puis, également un élément de fierté, Emmanuel est largement revenu dessus, c'est que en tant que filière, on a prouvé qu'en s'organisant, on pouvait pousser l'origine France, la souveraineté, et que au-delà juste du logo, les consommateurs nous font confiance parce qu'on leur donne la qualité, les repères, la transparence. Et, voilà. Et je pense que ça, c'est vraiment un exemple probablement pour d'autres filières, et j'espère qu'on sera suivi. Par ailleurs, c'est un produit qui est vraiment abordable. Voilà, on a tous connu l'inflation au cours de l'année 2023. Et bien, voilà, malgré cette inflation, c'est un produit qui est extrêmement résilient, avec un prix juste d'1 € qui nous a permis, je pense, de remettre de la valeur dans toute la filière, en commençant par les producteurs, avec vraiment, je pense, un enjeu pour nous tous, pour la filière, et puis pour que les Français puissent consommer du lait demain, c'est que les producteurs puissent transmettre leurs exploitations et que les industriels puissent répondre aux enjeux de décarbonation et d'avenir des emballages. Voilà. Et globalement, à travers ces journées, ces ouvertures de nos laiteries, ce que nous voulons prouver, voilà, c'est que nous avons un objectif de transparence et que nous sommes un des vecteurs de la souveraineté alimentaire. Une filière engagée, on ne demande pas de subventions. Hein. Nous, ce qu'on demande, c'est juste une juste rémunération pour voilà, préparer l'avenir et préparer le futur du lait en France. Voilà, on se tient à votre disposition avec Emmanuel et Nicolas pour répondre à vos questions. Jérôme Peson pour la revue L'Éleveur Laitier, revenir sur ce prix du lait à 1 €. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à tenir là, dans le cadre des négociations pour votre part, hein, qui n'est pas la part matière première agricole? Quand on parle du prix à 1 €, on parle du prix de vente consommateur, hein, sur un produit qu'on peut très standard, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui un produit qui n'a pas de bouchon, etc. Je dirais que c'est le prix effectivement du produit le plus minimaliste. Après, vous avez d'autres avantages, vous voulez une bouteille plastique, vous voulez un bouchon, vous voulez un pack imprimé, vous voulez de la demi-palette, etc. Et ça, effectivement, ça fait qu'aujourd'hui, on a des laits qui vont aller de... aujourd'hui, le prix minimum, c'est 89 centimes d'euros, et les prix maximum sont aux alentours hors bio de 1,30 en termes de prix. Donc la réponse, c'est qu'effectivement, nous, on est en relation avec nos distributeurs sur des contrats que l'on passe. Il y a de plus en plus de contrats tripartites qui sont signés effectivement avec nos producteurs et qui vont amener petit à petit, et nous c'est ce qu'on pense, à un prix de vente consommateur minimum sur le produit de base, donc hors filière, donc à 1 €. Donc aujourd'hui on n'y est pas. D'ailleurs, vous aviez dû voir que la FNPL, il y a 3 ans, s'était battue en fait, pour ce prix de 20 €. On venait de 75, 76 centimes, ce qui était totalement invivable pour les acteurs de la filière. Bon, et on prônait justement le lait à 1 €. Bon, on s'est arrêté en chemin, on s'est arrêté à 85 centimes d'euros. On a dit, on a fait un bout du chemin, c'est bien. Sauf qu'on avait besoin du reste. Et donc aujourd'hui, nous, on est là pour dire, globalement, il faut absolument qu'on prenne conscience que ce prix est important. Et il n'est pas important, il est très important pour les filières, pour le renouvellement effectivement de nos outils. Il faut savoir, avoir en tête, c'est que des camemberts, vous en avez mangé des très bons, des bons et des pas bons, mais au pire, vous avez mangé de la protéine. Un litre de lait de consommation, si on ne garantit pas les qualités de traitement et d'utilisation, il sera impropre à la consommation. S'il y a un germe à l'intérieur, le litre de lait sera impropre à la consommation. Donc nous, on a cette garantie-là à fournir, et là, il faut renouveler le matériel et les installations. Ouais. Et je pense que pour revenir sur l'euro du litre, on a connu des années de déflation, je pense globalement sur le prix du lait. Les démons ne sont pas forcément loin. Donc c'est vrai que les tensions déflationnistes, en tout cas dans le cadre des négociations, elles étaient présentes. Après, globalement, grâce aux accords EGalim, voilà, on a quand même réussi, je pense, à avoir aujourd'hui des négociations qui sont plus propres, encadrées, je pense, par le fait que l'évolution de la matière première est vraiment reflétée dans les prix de vente
Ça, c'est devenu un acquis, je pense, et c'est une bonne chose. Voilà. Et puis pour compléter, je pense qu'on témoigne au travers de ce qui s'est passé sur la partie inflationniste que même en ayant une revalorisation de notre prix de lait, ce qui est important quand même, 16 centimes donc d'évolution, ce qui pour nous n'est pas suffisant, mais on pense qu'effectivement c'est en bonne voie. Il n'y a pas eu d'impact consommation. Donc on voit que le lait reste la protéine la moins chère aujourd'hui avec l'œuf, que le consommateur, finalement, il est très fidèle à ce produit parce qu'on connaît les caractéristiques. Et donc aujourd'hui, le sujet n'est pas comme on peut nous faire. Ce sujet, c'est vraiment une guerre des prix entre les enseignes pour dire je vais avoir le lait le moins cher, pensant que le consommateur, en fait, finalement, il va attacher une importance à acheter son lait à 90 centimes d'euros plutôt qu'1,10 €. Vous voyez, donc on voit que ce n'est pas ça l'enjeu sur notre produit. Je ne dis pas que ça ne l'est pas sur d'autres, hein, donc au travers de ça, mais sur notre produit, ce n'est pas ça. Par contre, nous, la garantie qu'on a, c'est de demain d'apporter une juste rémunération aux producteurs et d'avoir ensuite les capacités à investir dans nos filières pour préparer tout ce qui va se passer. Et moi, très clairement, je préfère vivre correctement de mon métier plutôt que d'aller en passer mon temps, aller chercher des subventions, comme aujourd'hui on va le faire sur tous les sujets de décarbonation, etc. Je vous avais dit, on n'y est pas à 1 euro. Non, on n'y est pas. Ouais, pas partout, ouais. Non, il reste encore en GMS, vous trouverez des produits qui sont le produit, ce qu'on appelle le produit standard, qui est la brique 1 litre sans bouchon, en pack de 6, sans poignée et sans demi-palette. Aujourd'hui, c'est un produit qui est à 89 centimes dans les rayons, qui est une unité de besoin. Ouais. Les premiers prix, on va les trouver effectivement à ces niveaux-là, sachant que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vache premier prix, donc c'est du lait, hein, donc c'est vrai que c'est un peu anormal de trouver des prix aussi bas. Juste pour finir, peut-être, est-ce qu'il y a une tendance, comme pour les autres produits, à aller plus vers la MDD que vers les marques? Alors moi, je vais répondre à cette question, puisque voilà. Oui, effectivement, on a plus une poussée de la MDD, ça c'est certain. Globalement, les marques, les deux grands acteurs à marque de ce marché, que sont Candia et Lactel, baissent, et c'est la MDD qui progresse. Voilà. Donc c'est-à-dire que la consommation au global s'est bien maintenue, et probablement que les consommateurs sont déportés vers un MDD. Après, historiquement, on fait partie de ces produits dans lesquels la part de MDD a toujours été assez élevée. Ça constitue aux alentours de 65%. On est passé de 65 à 66. Voilà. Mais c'était historiquement. A contrario, on voit que d'autres catégories de produits aujourd'hui où il y avait une part de MDD qui était très faible, alors là, sont complètement en train d'exploser vers la MDD. Vous voyez, mais ce n'est pas une explosion. Finalement, c'est plutôt un tassement qu'il y a. Ouais, c'est un léger tassement, effectivement. Bonjour, Marie-Josée Cougar de Roseco. Je voulais juste rebondir sur la question qu'a posée le journaliste précédent sur la proportion de lait, de litres de lait qui sont vendus en dessous de 1 euro. Est-ce que vous pouvez nous dire ça? C'est globalement assez faible, c'est-à-dire que c'est... je vous le donnerai, pour moi c'est moins de 10% du lait aujourd'hui qui est vendu en dessous de 1 euro. Le problème c'est qu'il envoie une mauvaise image. C'est-à-dire que, d'abord, c'est quand même 10% du lait qu'on ne valorise pas correctement vis-à-vis de nos producteurs. Et ensuite, moi je pense que le débat il doit vraiment être porté sur la valeur de ce produit. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que vendre à un consommateur un litre de lait à 1 euro, quand on voit le travail accumulé qu'on a pu vous présenter des distributeurs, des industriels, et je ne parle pas de celui de la vache, donc au travers de ça, est-ce qu'on vole vraiment le consommateur? Il y a des produits sur lesquels on peut s'interroger, par exemple sur l'eau, quand on voit combien valent certaines eaux, etc. Là, je ne pense pas. Et très clairement, après, c'est toujours été notre position. Notre position a été toujours d'amener des arguments scientifiques, techniques et technologiques, mais également de montrer et de démontrer ce que l'on faisait. Quand vous visitez nos usines, vous sortez de ces usines en disant « Waouh, je ne pensais pas qu'il y avait autant de technologie pour fabriquer une brique de lait, quoi ». Vous voyez, donc voilà, et nous c'est notre rôle. Après, on est comme toutes les entreprises, si on veut investir et si on veut se moderniser, on a besoin de ça. Donc voilà, donc je pense que ce débat, il tourne pas dans tous les pays d'ailleurs. Hein. Il y a des pays qui, vous allez dans les pays du Nord, le litre de lait est bien mieux valorisé. Vous allez au Canada, le litre de lait. Bon, on a cette guerre là-dessus. Mais moi, je n'arrête pas de dire aux distributeurs, je pense que c'est pas. Je peux demain vous donner une palette de lait, c'est pas pour ça que vous allez vous relever la nuit pour en boire. Hein. J'ai deux autres questions. Alors, une qui concerne le bio. Vous avez parlé de la poursuite de la baisse des volumes de bio et des déconversions. Est-ce que vous avez engagé des actions pour stimuler, relancer la vente du bio? Et comment vous imaginez
inverser la vapeur, si je puis dire. Et l'autre question concerne la modernisation des outils dont vous avez parlé. Vous avez dit que depuis des années, en fait, vous n'avez pas investi dans les outils de production. Est-ce que vous avez une idée des investissements nécessaires et du prix du lait qui devrait aller avec ces investissements? Il y a beaucoup de, beaucoup de questions beaucoup sur de le sujets. bio. Ouais, peut-être je peux juste dire peut-être les actions qu'on mène concrètement sur le bio, enfin tous acteurs de la filière, hein, c'est on essaye le plus possible de faire intervenir des éleveurs bio en magasin, parce qu'en fait la meilleure façon quand même de rendre concret, hein, c'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait le témoignage de Nicolas aujourd'hui avec nous. C'est que quand on voit un éleveur, quand il parle de son produit, on se rend quand même un peu plus compte de ce que ça veut dire que produire un litre de lait bio. Parce que quand c'est juste un prix sur un linéaire, bon, bah, c'est sûr que peut-être que vous allez faire un choix qui ne va pas être complètement guidé par votre esprit, on va dire, citoyen, puisqu'il y a quand même un écart entre ce que dit le citoyen et ce que fait le consommateur, hein, aujourd'hui. On le constate. Donc c'est vrai que ramener le producteur avec nous, qui témoigne, ben voilà, c'est vrai que le consommateur redevient plus citoyen et se dit, voilà, il y a quand même un vrai bénéfice dans le bio. Voilà. Et après, je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur maintenir ces prix, si possible, de manière à ne pas aller trop fort, parce que c'est vrai que ces produits ont été historiquement en fait beaucoup plus chers, donc dans l'imaginaire des consommateurs sont plus chers. Ils ont baissé de combien et ils sont à combien aujourd'hui? Ils ont eu une évolution qui a été comparable un peu, on va dire, par rapport au reste des laits, un peu moins forte. Puisque justement on a essayé de protéger cette filière. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres précis consolidés Saint-Dié, mais... Et est-ce qu'on peut dire que l'écart est resté le même entre le lait bio standard et le bio? Oui, il est resté le même. Ouais. Oui, il est resté le même. D'accord. Après, je voudrais compléter. Pour moi, le bio, c'est un scandale. Parce que c'est les mêmes personnes au niveau de l'administration, qu'elle soit administration et politique, français, etc., qui il y a 5 ans nous disaient la France sera bio, qui nous disent aujourd'hui c'est quand même une vraie connerie d'avoir pensé que la France serait bio. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a emmené des gens dans des filières alors qu'on n'avait pas la garantie de la construction de ces filières. On leur a promis des aides qu'on ne leur a pas données. Et ça, c'est la politique des aides, etc. Et aujourd'hui, on dit, on est désolé, les consommateurs n'adhèrent plus au bio, etc. Moi, je trouve que cette filière bio, cette destruction de la filière, parce que nous, dans le lait, encore, on est à 10%. Vous avez des filières, c'est du 50, 60%, c'est un carnage. Eh bien, ça, c'est un vrai scandale. Et ça, c'est à l'échelle de ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de l'Europe, où à un moment, il y a des décisions, il y a des tendances, il y a des choses qui font bonne presse. On ne donne pas les moyens et puis on emmène les gens dans ces situations-là parce que les producteurs de bio aujourd'hui, c'est pas simplement de dire je suis producteur de bio, c'est une philosophie de vie et c'est une philosophie d'exploitation. Et de l'autre côté, au niveau des consommateurs, je redis ce que l'on a dit tout à l'heure, eh bien moi je pense qu'il faut laisser le choix aux consommateurs. Il y a des gens aujourd'hui, il faut les informer, qu'est-ce qu'il y a derrière le bio, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il y a derrière d'autres filières, et c'est aux consommateurs de choisir et d'orienter effectivement ces filières. Mais, excusez-moi du terme, il y en a ras-le-bol de ces impositions qu'on va vous faire. Un jour ça va être le bio, un jour il faut du bleu blanc cœur, un jour il faut ci, etc. Et on a 2-3 personnes qui imposent aux autres leur mode de consommation. Donc ça c'est un vrai sujet. Et moi là, je suis très pessimiste sur la filière bio. Pas dans le lait, parce que dans le lait, je pense que malheureusement, on arrive aujourd'hui à avoir du lait conventionnel qui est payé au même prix que du lait bio. Et donc, on va sauvegarder effectivement ces producteurs-là qui vont peut-être se retransférer. On a des gens qui se désengagent du bio pour revenir sur le conventionnel. Donc, vous voyez, mais vraiment, il y a une vraie réponse. Enfin, il y a une vraie réflexion politique française et européenne à avoir au travers de ça. Et ça rejoint le problème de la souveraineté alimentaire. Parce que là, on vous adressait un tableau très optimiste, avec plein de choses, etc. Moi, je suis désolé, la souveraineté alimentaire française aujourd'hui, elle n'est pas du tout garantie. Particulièrement sur les produits de l'élevage. On parle du lait, mais c'est pareil sur un certain nombre d'autres animaux, comme d'ailleurs d'autres filières. Hein. Regardez les masques, hein. On a tous râlé après les masques. Maintenant, l'industrie du masque française, elle n'existe plus. Et les masques à 2 centimes venant de Chine, ils sont revenus, y compris dans l'administration d'ailleurs. Voilà. Donc, donnons-nous les moyens. Et moi, je pense qu'un pays qui n'est plus en souveraineté alimentaire, c'est un pays qui prend des gros risques pour son avenir. Et c'est ce que nous, on essaye de garantir en investissant. Et ça rejoint le deuxième point de la deuxième question, qui est la question des investissements. Une ligne de production en briques, c'est 10 millions d'euros d'investissement. Une ligne de production bouteille, c'est 15 millions d'euros d'investissement.
Aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin et c'est des lignes qui vont durer selon les cas entre 10 et 15 ans. Donc en termes on n'a pas, sur les dernières années, investi. Par contre, on a su faire des, excusez-moi du terme, j'emploie un gros mot, des conneries comme les bouchons attachés, qui nous ont bouffé du cash pour finalement une efficacité qui va être très très limitée dans ce que l'on perd. Donc d'aujourd'hui, on a besoin de réinvestir parce que on voit qu'on craque sur des problématiques de sécurité sanitaire, de contamination, il y a de nouveaux trucs qui arrivent. Donc on est en permanence en termes de veille et on a besoin de mobiliser de la technique, de la technologie et des moyens pour faire ça. Donc les moyens, ils sont très importants, ils se situent à mon avis à plus en milliards d'euros en termes d'investissement global sur la filière dont on a besoin en milliards d'euros, à peu près, pour renouveler en fait finalement nos outils, les moderniser et les faire évoluer. Ce sont des parcs industriels en fait qui sont anciens. Donc c'est sûr que ça va coûter des millions et des millions, hein. C'est évident. Des milliards. Parce que vous avez et en fait, on est un peu dans une inconnue parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière toutes ces lois. Si vous appliquez par exemple la loi AGEC version française, en 2040, je ne sais pas comment on va conditionner le lait. On n'aura plus le droit de conditionner de bouteilles. Et les briques, on n'est pas très loin quand même parce qu'il y a du plastique à l'intérieur. Donc comment je vais vous livrer le lait comme ça? Donc vous voyez, ça c'est toutes ces incohérences qui ne sont pas des incohérences partagées. Et nous ce qu'on réclame, c'est qu'on réclame bien sûr de travailler sur toutes ces notions qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de la planète et puis aussi pour l'avenir de nos territoires, mais qu'on le fasse en conciliation et qu'on nous parle tous de transition, mais qu'on n'oublie pas le mot transition. Parce qu'aujourd'hui, on fait de la transition environnementale, énergétique, alimentaire, tout ce que vous voulez, sauf que très rapidement, on dit « Ah bah oui, il faut ça demain ». Bah non, il ne faut pas ça demain, parce qu'il y a des cycles de la vie, il y a des choses comme ça, et ça, il faut qu'on les prenne en compte. C'est vrai que le bouchon attaché est vraiment une incohérence. C'est-à-dire qu'on s'est vu appliquer quelque chose qui était destiné à des boissons nomades, mais je ne sais pas si vous avez souvent vu des gens boire 1 litre de lait dans le métro. Ou, voilà, et c'est un perturbateur de tri en plus derrière pour Citeo. Il n'y a pas de bouteille de lait dans le canal Saint-Vincent, hein, donc c'est... Et vous savez que quand même l'origine, c'est la première phrase qui a été citée, c'est le fait qu'on était classé d'aliments en boisson. Hein. Légalement, on serait resté aliment. La crème UHT qui est vendue en petite briquette n'a pas l'obligation de bouchon attaché. C'est un aliment. Et le lait, parce qu'on a été classé là, est boisson. Et derrière, brrrm. Derrière, on a plein de consommateurs parce que les gens n'arrivent plus effectivement à refermer leur brique. Voilà, c'est... Il y avait une... Bonjour, Hugo Marc, journaliste emballage pour Process Alimentaire. Moi, je voulais revenir sur le défi qui va s'imposer à votre filière. Vous avez dit des chiffres, 25% de plastique recyclé dans les bouteilles PET, 30% de plastique recyclé en 2029. Et là, vous venez de mentionner la fin des bouteilles à usage unique en 2040. Et vous avez insisté sur le fait que le lait est un produit fragile, etc. Donc, en fait, comment vous avez concilié la modification de ces emballages, de ces bouteilles et briques, et aussi la conservation d'un produit fragile comme le lait? Est-ce que vous avez déjà les clés actuellement Alors, on a des réponses. Hein. Aujourd'hui, on a déjà des emballages qui contiennent du plastique recyclé. Je prends par exemple toute la filière qui a été montée en PET, qu'on est en train de développer en PEHD. Aujourd'hui, on est à plus de 35% de plastique recyclé. On sait aller à 50, on sait aller à 100. D'accord? Et je vais vous faire rire, mais on a lancé des bouteilles 100% recyclées qui, malheureusement, parce qu'on est obligé de bloquer la lumière, sont grises. Et le consommateur ne les achète pas parce qu'il nous dit « Ah, mais la bouteille est grise, c'est pas trop sympa. Et est-ce que le lait n'est pas gris à l'intérieur ?» C'est pas grave, parce que globalement, il faut que les têtes, elles évoluent, et ça va arriver, vous voyez, donc j'en ai des tas à vous raconter sur ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous, on est très, comme je vous le disais tout à l'heure, on est très serein. Peut-être qu'à un moment, on ira même à récupérer du plastique un peu de partout, refaire des monomères qui permettront de refaire derrière des bouteilles, donc à ce niveau-là. Par contre, les points qui sont clés, c'est l'acceptation consommateur, et on retombe sur l'information et la formation consommateur. Et deuxièmement, c'est effectivement que les consommateurs mettent les bons produits dans les bonnes poubelles. Donc c'est la discipline qu'il faut qu'on ait, et ça c'est une discipline collective qu'on doit avoir, tout le travail qu'on doit avoir effectivement au niveau formation. Là où c'est plus compliqué, c'est sur les briques.
parce que les briques aujourd'hui, vous savez que c'est avant tout des fibres, du polyéthylène et de l'aluminium. L'aluminium, on y arrivera très facilement, c'est des changements technologiques, mais on y arrive facilement. Après, il faut remplacer ce film polyéthylène qui est la garantie en fait finalement hygiénique du produit, par des fibres. Maintenant, il y a beaucoup de travail qui est en train de faire par la complexification des fibres, par justement des réseaux. On l'a bien fait sur les pailles papier, même si c'est pas un produit aseptique. Donc je suis assez confiant. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi la technologie, je pense que c'est pas un problème. On y arrivera. Ouais. Mais la tête des gens, c'est autre chose. Ouais. La tête des gens, et aussi une chose qu'a dit Emmanuel au départ, c'est la sécurité des aliments, ça reste d'abord notre priorité. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on évolue, bien sûr, mais il faut qu'on maintienne cette sécurité des aliments. Elle est primordiale. Et vous avez prévu d'éduquer le consommateur, vous avez parlé j'ai oublié, mais que vous voulez éduquer les jeunes, vous avez prévu des événements pour éduquer ces consommateurs à... Alors, ça c'est d'autres volets d'actions qu'on mène. Vous avez vu, les visites font partie de ça. Nos sites sont ouverts. Alors là, on les ouvre pour la Journée mondiale du lait, mais on les ouvre aussi régulièrement pour former, informer. On a tout le travail qu'on mène avec Citeo. Citeo fait un très très gros boulot de formation. Et puis, moi, j'ai un combat là qui est avec, entre autres, l'Open Agri-Food, c'est l'éducation à l'alimentation. Quand est-ce que dans ce pays, on va remettre l'éducation à l'alimentation à l'école plutôt que d'éduquer les gens des fois à des trucs qui serviront à rien, on leur apprend qu'est-ce que c'est que bien manger, qu'est-ce que c'est que bien utiliser un emballage, etc. 1 heure par semaine par enfant pendant 10 ans, on change le monde. Mais ça, il faut changer l'éducation nationale. Et là, on change de logiciel. Avec un peu de nutrition, oui. Anne Nassif, nutrition et endocrinologie. Donc moi j'étais sur les qualités nutritionnelles du lait et je voulais plutôt une question pour vous parce que vous êtes sûr? Ouais. En fait, qu'est-ce qui a changé dans les produits que vous donnez à vos vaches pour que ce soit plus équilibré? Qu'est-ce que entre la partie bleu blanc cœur ou méthanisation, enfin ce que vous voulez, mais de façon en amont, on a développé des cultures de luzerne, des protéagineux, qui donnent, pour réduire aussi les maladies cardiovasculaires. C'est une question de juste équilibre. On incorpore du lin dans l'alimentation des animaux. Donc c'est pour les oméga 6, oméga 3. Je pense que Madame peut mieux expliquer et globalement, un petit peu plus d'herbe aussi dans la ration. C'est globalement ça. C'est les 3 vecteurs. Et donc, nous, on a des analyses 2 fois par mois qui nous permettent de voir sur le graphique si on est dedans. Mais au jour d'aujourd'hui, ça y est, c'est quelque chose qui roule et qui serait, je pense, je ne veux pas faire de la pub pour la démarche Bleu Blanc Cœur, mais pour moi, il y a gros à jouer là-dessus pour réduire ces émissions de méthane sur nos animaux et avoir une qualité nutritionnelle sur notre lait derrière meilleure. Et sur la qualité de la viande? Alors, je fais un peu de viande, mais on est en démarche Bleu Blanc Cœur aussi. C'est exactement la même chose. On incorpore de la luzerne et quasiment que de l'herbe. De toute façon, comme l'autre jour, il y avait Jean-Marc Jancovici est venu en Mayenne. Je voulais l'amener, j'ai pas réussi, mais quelqu'un d'autre l'a fait pour moi. Mais il l'a dit peut-être qu'on peut réduire le cheptel bovin demain, qui est responsable du réchauffement climatique. Pourquoi pas? Mais ne détruisons pas les animaux qui captent le carbone, justement. Et tous les animaux qui poussent à faire de l'herbe et à entretenir les haies, et, notamment dans les animaux viande, il ne faut pas détruire ces animaux-là, pour moi. C'est un peu dommage, des fois. Ces animaux-là, le cheptel allaitant est très fortement réduit. Là, on sort du cadre du lait. Mais c'est dommage. On a tendance à remettre un petit peu les animaux en bâtiment. Je pense que ça serait bien de refaire un petit peu l'inverse. Mais il y a déjà des démarches de fait. On va prendre une dernière question et puis on pourra continuer à échanger autour du cocktail. Bonjour, je suis Edguéry d'Agrapresse. J'avais une question sur le Nutri-Score, avec les conséquences du passage du lait de la catégorie des ingrédients à la catégorie boisson. Sauf erreur de ma part, aujourd'hui le texte réglementaire qui devrait changer les modalités de calcul en France n'est toujours pas passé. Est-ce que vous savez ce qui bloque? Si, ça y est. Si, il est en application. Okay. Oui. Après, on ne va pas dire qu'on est d'accord, mais... Et est-ce que vous continuez donc à l'afficher sur vos boissons? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ah non, on a pas sur le lait, pardon. Sur les produits. Après ça fait, là aussi, vous voyez, le fait qu'on ait été classé boisson a modifié notre positionnement Nutri-Score.
Donc moi, je suis un pro information consommateur, mais je veux qu'on amène de l'objectivité et qu'on n'essaye pas de nous faire passer des messages dans la réduction, etc. Je pense qu'il faut vraiment que le consommateur soit libre de ses choix, libre de sa consommation. Après, on doit le former nutritionnellement, etc. Et puis, on doit l'informer. Bon, là, on a changé le logiciel. Il y a tout un paquet de produits qui ont dégringolé. Il y en a d'autres. Enfin, en A, maintenant, il doit rester l'eau et les carottes Oui, encore sans sauce. Hein. C'est ça, A, c'est l'eau. Non, mais nous, ce qui nous inquiète plus, c'est qu'en fait, ce Nutri-Score, il est fait pour les adultes. En fait, ce sont les enfants qui ont besoin de lait. Donc, ça a tendance à faire croire que le lait, c'est moins bien. Mais en fait, le lait, c'est essentiel en fait, à la bonne croissance des os. Donc, voilà, il faut vraiment le remettre en perspective. Nous, on n'est pas contre le Nutri-Score. On est pour la transparence. On le maintiendra sur nos emballages. Voilà, après, ça, c'est un choix qui revient à chacun des acteurs. Mais voilà, on est pour cette démarche. Après, on veut qu'elle soit bien faite. Et cet algorithme, il est loin d'être parfait. Il ne prend pas en compte les vitamines. Voilà, il y a des choses la fréquence. Enfin voilà. Donc bon, je pense que c'est une bonne chose d'informer le consommateur. Après, il faut que les points de comparaison soient corrects. Et comparer le lait à l'eau, je suis désolé, moi je trouve que c'est. Vous voyez en ce moment, si vous raisonnez sur un plan plus global, avec tout ce qu'on vient de vivre, y compris les différentes crises, les produits qui progressent, ce sont les produits qui sont le plus pourris au niveau Nutri-Score. Les chips explosent, les gâteaux d'apéritif, la viande se casse la figure. Alors il y a aussi des problématiques d'inflation, mais ça veut dire que le consommateur à un moment, il dit attendez, moi stop, je veux du plaisir, je veux pouvoir consommer ce que j'ai envie, etc. Donc, et là on a un travail, plutôt que d'imposer, on a un travail énorme à faire sur l'éducation. Et voilà, encore une fois, c'est jamais tout blanc, tout noir, tout n'est pas acheté, mais il y a des idées des fois qui sont un peu bizarres et qu'on ne comprenne pas. Et par contre, le truc de classer un produit boisson, et dès l'instant où il est produit boisson, il a, parce que ce classement-là fait une dégradation complète de sa note nutritionnelle, etc. Moi, je trouve ça, mais d'une aberration totale, quoi. On vous invite à pouvoir continuer à échanger juste à côté.